Bonjour Léo Vialon. Bonjour. Vous travaillez au Centre d'études de la neige, qui dépend de Météo France et qui est installé au col de Porte, au-dessus de Grenoble. Et vous êtes doctorant, c'est-à-dire que vous êtes un apprenti chercheur. Vous travaillez sur votre première grande recherche, qui est ce qu'on appelle la thèse de doctorat, et qui vous permettra d'être docteur en sciences de l'environnement. C'est bien ça ? C'est bien ça. Aujourd'hui, je fais des recherches sur la neige et les avalanches. Et le but final, c'est de prévenir les risques qui y sont liés, donc pour les skieurs qui peuvent aller se promener en montagne, mais aussi pour les gens dans les vallées et les infrastructures, les routes qui peuvent être impactées en hiver par des avalanches. Comment est-ce qu'on arrive un jour à travailler au Centre d'études de la neige sur la question des avalanches ? Quel a été votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Ce qui m'a amené à ça, l'intérêt pour la montagne, c'est très clair. Mon parcours, j'ai commencé par faire des études dans le domaine des matériaux. Je faisais de l'acier et du béton. Ça me plaisait bien, mais l'acier et le béton, ça me faisait pas rêver. Les flocons de neige, je trouvais ça beaucoup plus marrant. Donc j'ai réutilisé un petit peu de ce que j'ai appris dans mon domaine de formation pour aller travailler sur un domaine qui me motivait vraiment. La passerelle entre le béton et la neige, c'est la résistance des matériaux, c'est la mécanique des matériaux, c'est ça ? C'est ça. Pour voir le départ des avalanches, on s'intéresse au manteau neigeux, on le modélise comme une succession de couches de matériaux un peu différents, et on regarde si ça tient ou si ça va descendre. Le régime d'avalanche qu'on connaît aujourd'hui depuis quelque temps, est-ce qu'il a pu évoluer avec ce qu'on pouvait en connaître il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans ? C'est pas encore très facile de voir des évolutions. En revanche, avec le changement climatique, on s'attend à des évolutions. La neige, elle est très sensible à la température, puisqu'à 0 degré et à fond. Pour les avalanches, on ne sait pas encore très bien dire ce qu'on aura à long terme, mais on s'attend un petit peu à avoir plus d'avalanches humides, ces avalanches un peu lourdes qui descendent au printemps. L'impact du changement climatique, finalement, est très visible depuis relativement peu de temps. Depuis 10-15 ans, en tout cas sur les phénomènes les aléas, les phénomènes de risque. Et ça nous confronte à des risques que l'on connaît moins bien que des risques auxquels on est confronté depuis 100, 200, 300 ans, comme les inondations par des fleuves, des choses comme ça. Eh ben oui, ce que montre le film, c'est un phénomène qu'on considérait peu il y a quelques années et dont aujourd'hui on se pose la question de l'ampleur qu'il va prendre. Les montagnes en haute altitude, donc elles sont gelées, la température est négative toute l'année, au moins dès qu'on rentre un peu en profondeur dans les roches. Et avec le changement climatique, il y a des zones où la température commence à augmenter, et quand on passe au-dessus de 0 degré, la glace fond. Donc la glace qui tenait les rochers, elle les retient plus, ils descendent. Donc ça, c'est des risques qui sont un peu nouveaux, qu'on ne prenait pas trop en compte il y a 20 ans, on ne se posait pas ce genre de questions. Et puis c'est une série d'éboulements spectaculaires, comme on voit les drues dans la vidéo. Ça a un peu réveillé les consciences, on a regardé un petit peu autour de nous et on s'aperçoit qu'en fait il y en a plein des événements comme ça. Il y a eu la voie de la Meije qui a été fermée pendant 1 an. En septembre, là, il y a eu un gros éboulement aussi à Monétier. C'est quelque chose qu'on s'attend à voir de plus en plus. Alors concrètement, comment s'y prend-on pour étudier ces aléas qui sont nouveaux, dont on ne sait pas toujours où est-ce qu'ils vont advenir ? Comment s'y prend-on ? Il y a 2 approches. Soit on essaie de regarder un petit peu ce qui se produisent, notamment dans le massif du Mont Blanc, il y a des bases de données d'observation d'écroulement. Et puis l'autre axe, c'est la modélisation. Et pour ça, on a besoin déjà un petit peu de données in situ pour vérifier ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on va mettre des capteurs de température partout dans les Alpes. Donc de disséminer des capteurs de température sous les rochers, sous les glaciers, pour comprendre ce qui est à l'œuvre et essayer de le modéliser pour ensuite projeter ce qu'on aura compris au-delà et voir ce à quoi on peut s'attendre, les zones qui seront les plus impactées. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui d'ores et déjà à repérer des phénomènes un peu généraux, une typologie peut-être des parois à risque ? Est-ce qu'on commence à avoir des résultats qui nous permettent d'appréhender, voire d'anticiper des problématiques de risque ? C'est vraiment un travail en cours. Il y a déjà des choses qu'on observe.
à l'aiguille du Midi, hein, on voit que quand il fait chaud en été, ça dégouline dans les couloirs, hein, c'est bien que la température augmente. On voit des chutes de parois sur des zones qu'on connaît, hein. Le couloir du goûter par exemple, c'est des zones qu'on sait être problématiques. Toutes les zones où il y avait des glaciers et où ils ont disparu, c'est des zones qui sont instables. Tout ce qu'il y avait sous le glacier, qui était retenu par le glacier quand il était encore présent, il va bien falloir que ça descende et c'est les phénomènes en cours. Donc ça, c'est des zones qui sont identifiées. Et ensuite, la modélisation peut nous aider à aller plus loin, et ça, c'est vraiment un travail en cours aujourd'hui. Alors dans le film, Ludovic Ravanel évoque le rôle du manteau neigeux sur le permafrost. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les choses? Du manteau neigeux et des glaciers, tout à fait. Et donc quand il y a une couverture de neige ou de glace sur les sols, sur les roches, on est sûr que la roche ne va pas monter au-dessus de 0 degré Celsius, donc ça protège quelque part le permafrost qui est en dessous. Alors que quand on est dans des zones de rochers directement exposés au soleil, on a des variations de température beaucoup plus importantes, donc ça c'est un premier effet. Ça peut aussi avoir un effet un peu contraire, parce que quand ce manteau neigeux ou cette glace commence à fondre, ça fait de l'eau. Ça fait de l'eau qui va s'infiltrer dans les fissures et donc qui a tendance à aller enlever et dissoudre la glace qui peut s'y trouver aussi. Là, par contre, ça peut amplifier le phénomène. Donc, c'est des échanges assez complexes et c'est pour ça que dans la modélisation du permafrost, prendre en compte l'enneigement, que ce soit saisonnier ou les glaciers qui vont disparaître, est très important. Alors là, vous nous parlez beaucoup de sites de haute montagne, on parle de l'aiguille du Midi. Pourtant, les enjeux liés à la fonte du permafrost dépassent quand même le seul monde de la haute montagne. Il y a peu de temps, en 2019, vous avez travaillé au ministère de la Transition écologique, ce qui vous a donné l'occasion de collaborer avec Ludovic Ravanel. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics, aujourd'hui, s'intéressent à ces questions de fonte du permafrost? Le permafrost, on le trouve à haute altitude. Donc déjà, à haute altitude, on n'a pas que des alpinistes qui se promènent, hein. À l'aiguille du Midi, on a un téléphérique. Donc il faut s'assurer aussi de la sécurité des personnes qui se trouvent là-haut. On a des stations de ski. Donc ça pose des questions de développement à long terme de ce type d'infrastructure. Et puis il y a un moment dans le film, on voit une chute de rochers qui va se propager sur le glacier, qui va couler sur le glacier. Et donc en fait, ces chutes de rochers ou ce permafrost qui se désagrège, d'une part, si ça tombe sur un glacier, ça peut descendre la vallée, c'est un peu comme une patinoire, hein, un glacier pour du rocher. Donc si vous avez des habitations en dessous ou des infrastructures, etc., ça peut assez facilement les toucher. Et puis ensuite, quand il va se mettre à pleuvoir, tous ces tas de rochers instables qui se retrouvent au pied des montagnes peuvent être mobilisés par les torrents de montagne et se retrouver dans la vallée et créer des inondations également assez loin en aval. Donc tout ça, c'est des risques qu'on peut retrouver bien plus bas dû à cette fonte de permafrost en montagne. Ce qui veut dire que, à partir de la connaissance à laquelle vous contribuez, les pouvoirs publics vont devoir développer des politiques publiques, des modalités d'action pour se prévenir de ces risques. Quelles sont les capacités d'action que l'on peut avoir face à ces risques? Quand on va faire des constructions en montagne dans les prochaines années, il faut vraiment se poser la question, non pas uniquement de l'état de la montagne aujourd'hui, mais de la manière dont la montagne va évoluer dans les prochaines années, et est-ce que ce qu'on envisage de construire est pertinent au vu de ce qu'on sait pouvoir attendre. Évidemment, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas encore, mais il faut avoir ça en tête quand on pense l'aménagement et la montagne de demain. Merci Léo Viallon. L'échéance de votre thèse, quand est-ce que vous serez docteur? Dans 1 an et demi, normalement, si tout va bien. Bon, on vous souhaite bon courage pour ce travail. Merci.